Le Dakar endeuillé, le copilote Bruno Covy est mort cet après-midi. Sa voiture s'est renversée sur le toit. Le rallye a déjà connu cette semaine un très grave accident. Émotion au bivouac. Marseille grelotte, les pluies verglaçantes et les chutes de neige ont provoqué la fermeture partielle des autoroutes. Le trafic aérien a été bloqué pendant plusieurs heures. 48 heures après la disparition d'Estelle, âgée de 9 ans en sortant de l'école, c'est l'extrême inquiétude. Après l'hypothèse d'un accident autour des plans d'eau gelés dans la région, c'est la thèse de l'enlèvement qui est privilégiée ce soir. La disparition du cinéaste Maurice Pialat, un homme d'une sensibilité sans concession qui a marqué le cinéma français. Sous le soleil de Satan, Palme d'Or à Cannes, Loulou encore à nos amours qui a révélé Sandrine Bonner. Évocation avec Sandrine Bonner qui sera à nos côtés. Madame, Monsieur, bonsoir. Ouvrons d'abord ce journal par cet accident mortel sur le Dakar. Le Français Bruno Covy, qui participait à son premier rallye, a été tué sur le coup. Sa voiture s'est retournée après le passage d'une dune. Copilote d'une Toyota, il a perdu la vie alors que le pilote a eu la chance de s'en tirer avec quelques blessures légères. Décidément, le Dakar 2003 commence bien tragiquement après, il y a quelques jours, le très grave accident qu'a subi l'équipe japonaise. Julien Beaumont. Kilomètre 270, une voiture sur le toit. La balise a été déclenchée, il est 15h38. 30 minutes après, l'équipe médicale est sur place, trop tard. La mort paraissait déjà constante puisque les premiers véhicules qui étaient sur place avaient constaté l'absence de pouls de respiration depuis déjà une demi-heure. Vous n'avez rien pu faire, il n'y avait plus rien à faire? On l'a tenté, on l'a désincarcéré avec difficulté et puis on a tenté une réanimation pendant 40 minutes, 45 minutes, qui n'a hélas pas abouti. L'accident a eu lieu dans une zone de dunes. Les premières se passaient facilement, la dernière était plus dangereuse. C'était dans une portion de dune signalée sur le roadbook. Aujourd'hui, c'est une étape assez rapide avec par moments des franchissements de cordons de dune qui n'est pas très haut. Donc sincèrement, pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus. À 48 ans, Bruno Covy était le copilote de Daniel Neubaud. Les deux hommes, originaires de l'Hérault, participaient à leur premier Dakar. Ce soir, c'est tout le bivouac qui est sous le choc. On se pose la question, chaque fois que la mort nous rattrape, est-ce que ça vaut la peine notre sport? C'est vraiment dur parce qu'il faut se mettre à la place d'une famille qui a pris de nouvelles maintenant, de nouvelles tragiques. C'est un coup dur pour l'épreuve. Ici, tout le monde pensait que le pire avait été évité après l'accident de Shinozuka il y a 2 jours. Mais le décès de Bruno Covy rappelle le caractère dangereux du Dakar. Il est la 20e victime de ce rallye, organisateurs et concurrents confondus. En Seine-et-Marne, l'inquiétude grandit après la disparition jeudi soir d'une fillette de 9 ans dont on a perdu la trace entre le chemin de l'école et la maison. Un plan d'eau à proximité du parcours de l'enfant a amené les plongeurs à entreprendre des recherches en vain. Et ce soir, c'est bien la thèse de l'enlèvement qui est privilégiée. Yvan Martinet, Yann Moine. Une centaine de CRS, une brigade cynophile, une brigade équestre, un hélicoptère et toujours pas la moindre trace d'Estelle. Jeudi vers 18 h, en sortant de l'école, la fillette a été aperçue devant cette boulangerie. Depuis, plus personne ne l'a vue. 1 kilomètre à peine la séparait de son domicile et sur le trajet, des étangs. Des terrains de jeu potentiels que cet après-midi encore, les plongeurs ont sondés en vain. Un enfant qui pèserait 30 ou 35 kilos aurait, je pense, des difficultés par son simple poids à rompre cette glace. Les enquêteurs de la police judiciaire eux-mêmes ne pensent plus crédible la piste des étangs. Je pense que nous avons fait l'inventaire de tous les plans d'eau, les trous d'eau plutôt qui se prêtaient à ce genre de soupçons. Sans résultat. Sans résultat. C'est donc la piste de l'enlèvement qui serait privilégiée? L'enquête s'oriente donc vers un rapt, une idée à laquelle les parents d'Estelle se sont résignés. Je suis à peu près convaincu que Estelle a été enlevée, donc le message il est dans 2 directions. La première, c'est la personne qui a pu l'enlever, qu'elle lui rende sa liberté au plus vite. Il y a beaucoup trop de temps qui s'est passé depuis sa disparition, donc elle doit bien être quelque part. Elle n'y est pas de son propre gré, c'est impossible. Les recherches interrompues à la tombée du jour reprendront dès demain matin au-dessus des bois au sud de Guermantes.
Après la libération du bagagiste de Roissy, victime d'un complot de famille, les 2 suspects ont été mis en examen et placés en détention provisoire. Dans cette affaire invraisemblable, les auteurs présumés du traquenard projetaient au départ de liquider le bagagiste, une histoire de vengeance que tentent de démêler les enquêteurs. Yann Franti. Il n'a pas dormi de la nuit. Abderrazak se remet tout juste de la tornade judiciaire et médiatique qui a failli l'emporter. De retour chez lui, il ne demande qu'une chose: s'occuper de son fils et obtenir réparation. Je réalise pas encore, je vous dis franchement, parce que j'étais... Pour moi, ça y est, j'étais aux yeux de tout le monde, j'étais quelqu'un, on m'avait collé une image, une étiquette, et je pensais que voilà, quoi, j'étais oublié au fond du trou, et que... Voilà. Je croyais que j'allais plus voir mon enfant jusqu'à qu'il allait m'oublier, ou... je sais pas. Donc aujourd'hui, ouais, je fais encore confiance à la justice, même si elle me doit encore des explications aujourd'hui. Les regards se tournent désormais vers la belle famille du jeune bagagiste. Elle serait, selon les 2 suspects écroués, à l'origine du complot. Toute cette machination aurait été fomentée pour se venger de la mort de Louisa, la femme d'Abderrazak, décédée l'année dernière brûlée vive dans ce pavillon. Sa famille n'a jamais cru à la thèse de l'accident et a toujours tenu Abderrazak pour responsable. Ce soir, les parents de Louisa disent tout ignorer de ce complot. Ils ont eu l'air abasourdis de ne pas comprendre. S'ils entrent comme responsables d'un horrible complot qui aura envoyé un innocent en prison, la seule explication possible, c'est l'immense détresse que la mort de leur fille leur a provoquée. Mort dont ils sont persuadés que leur gendre est responsable. Les policiers de la brigade criminelle s'intéresseraient en fait de très près à l'un des oncles maternels de Louisa. Un suspect actuellement introuvable. Il aurait précipitamment quitté le territoire français pour le Maghreb. Ce soir, le garde des Sceaux se dit désolé pour Abderrazak Besseguir, qui aura donc passé 10 jours en prison. Et toujours le froid, cette fois-ci c'est Marseille qui grelotte. Pluie et chute de neige ont provoqué la fermeture des autoroutes au nord de la cité phocéenne. Les avions sont restés cloués au sol pendant plusieurs heures. Marseille, une ville presque isolée par le verglas. Laurenti. L'autoroute A55 de Marseille à Martigues, l'un des derniers points noirs des Bouches-du-Rhône ce soir. La circulation a repris sur une voie en milieu de journée, mais elle restait tout de même assez difficile. L'autoroute A7 de Marseille à Lyon est elle aussi restée fermée une partie de la journée. Pour que les poids lourds ne se mettent pas en portefeuille sur la voie, la police avait d'ailleurs décidé de les stocker à hauteur de Salon de Provence. Vers 15 h, l'autoroute du Soleil a finalement été réouverte. La fermeture complète des 2 autoroutes ont permis d'évacuer les véhicules, ont permis de faire passer les engins de déneigement et de salage, et c'est pour ça que maintenant nous sommes en mesure de réouvrir les autoroutes. Difficile tout de même de quitter la cité phocéenne par la route et quasi impossible par la voie des airs. Une vingtaine de vols ont été annulés au départ de Marseille-Marignane, 7 heures de fermeture en tout, pendant lesquelles René et Michel par exemple ont dû attendre. Ils accompagnaient leur fils pour son départ en voyage de noces. On accompagnait les gosses qui devaient décoller à 7h20. Et puis, bon, l'avion est parti avec 2h30 de retard en bout de piste. Et puis il est retourné parce qu'il y avait des problèmes techniques de givrage. Et puis ils ont fermé l'aéroport. Et ils viennent juste de décoller maintenant à 17h10. En fin de journée, Météo France mettait en garde contre les risques persistants de verglas dans la nuit de samedi à dimanche et signalait que ce type d'intempérie ne se produit heureusement qu'une fois par an en Provence. Circulation difficile ce matin sur les routes de l'ouest du pays où de nombreux poids lourds étaient bloqués sur les départementales. Même situation dans le Calvados avec des chaussées extrêmement glissantes qui ont provoqué des accidents. Pour les sans-abri, depuis hier dans la capitale, le siège de la Croix-Rouge s'est transformé en lieu d'accueil. 2 nouveaux gymnases ont été ouverts par la mairie et il y avait du monde, comme le montre ce reportage de Nicolas Châteauneuf et Edmar Banis. Moins 6 degrés hier soir sur les Champs-Élysées. À 50 mètres, la Croix-Rouge ouvre les portes de son siège social aux sans-abri. Ici, pas de lit, mais un repas, des habits chauds et un peu de chaleur humaine pour les irréductibles, ceux qui préfèrent passer la nuit dans la rue plutôt que dans les centres d'hébergement. Il y a des bagarres, il y a des vols. Alors, non, je préfère franchement dormir dehors que dormir dans un centre, et sachant que je ne pourrai pas dormir. Pourtant, depuis le renforcement du plan grand froid, les pouvoirs publics pressent les sans domicile fixe de se mettre à l'abri. Depuis hier, rien qu'à Paris, 300 d'entre eux ont été pris en charge par la police ou les pompiers. Pour répondre à la demande, la mairie a ouvert exceptionnellement 3 gymnases chauffés aux sans-abri. Pour chacun, une soupe, des douches et un lit. Avec ce froid, il peut être dangereux de rester dehors.
On va aller squatter ou dans les caves d'escalier, tout ça, on n'est pas tranquille. Il peut toujours y avoir des rondes de flics, des agents de surveillance. Donc on est toujours traqué, on dort pas, quoi. Et puis finalement, on peut se faire agresser à n'importe quel moment. Ici, on est quand même en sécurité, quoi. Jean-Luc est venu de Caen pour trouver un refuge dans la capitale et il n'est pas le seul. Pour les responsables de la mairie de Paris, cette situation vient du fait que l'effort d'accueil n'est pas assez partagé. Nous sommes aussi conscients qu'en région parisienne, il n'y a pas suffisamment de places, que Paris en offre plusieurs milliers, mais que les départements autour de Paris n'en offrent pas suffisamment et que les personnes ont tendance à venir sur Paris. Cette nuit, le dispositif sera maintenu car dehors, le thermomètre risque une nouvelle fois de plonger en dessous de zéro. Parmi les nombreux inconvénients de la vague de froid en France, les compteurs d'eau qui gèlent en dessous de zéro explosent. La Lyonnaise des Eaux tente de faire face, envahie par des milliers d'appels. Yann Jiquel, José Boulestex. Si vos voisins ont de l'eau et pas vous, ça veut dire que c'est sur votre domaine privé. D'accord ? Depuis l'arrivée du grand froid, le standard régional de la Lyonnaise des Eaux est en surchauffe. Ici, au sud de Paris, on a l'œil sur l'alimentation de 360 000 foyers, près d'1 million d'habitants. Et ces jours-ci, 2000 d'entre eux appellent quotidiennement pour des problèmes de fuite. À 0 degré, l'eau gèle, se dilate de 10% et il faut savoir se protéger. Nous préconisons une protection accrue dans ces périodes. Par exemple, on peut utiliser soit des plaques de polystyrène pour recouvrir le regard, soit des sacs poubelles remplis de billes de polystyrène que l'on emmaillote autour du compteur, mais surtout pas de laine de verre ou de paille ou de tissu qui emmagasinent l'eau et gèlent avec le compteur. Ça fait 4 jours que les agents techniques de permanence ne chôment pas. Il a fait -7 degrés la nuit dernière et ce compteur a gelé. Les dégâts sont mineurs, un coup de chalumeau, le client s'en tire à bon compte et c'est reparti. N'oubliez jamais... C'est bien que l'eau gèle à partir de 0 degré et qu'il y ait boue à partir de 100 degrés, mais... Leçon de physique et de bon sens. Première année on protège, deuxième année il n'y a plus d'hiver, troisième un peu moins et puis on oublie qu'un jour il peut faire -10, -15. Élémentaire. Les Verts ont enfin une nouvelle direction. Ils ont tiré les leçons du dernier congrès de Nantes et mis de côté leurs états d'âme. Désormais, le parti, en remplaçant Dominique Voynet, son secrétaire national, un militant inconnu du grand public, Gilles Lemaire, proche d'Alain Lipietz. Reportage Hélène Hugues, Madi Diawara. Donc je vous présente Yann Verling, qui est un premier porte-parole des Verts. Les trois autres, où sont-ils? Presque tous des inconnus. Ce sont eux qui vont diriger les Verts pour les 2 ans à venir. À leur tête, Gilles Lemaire, ancien maoïste, favorable à un rapprochement avec l'extrême gauche. Il succède à Dominique Voynet au poste de secrétaire national. Autre style, autre approche. Dominique était quelqu'un qui était extrêmement médiatique vu le parcours politique qu'elle a eu. Moi, j'ai un parcours qui est un parcours plus de l'intérieur du mouvement, moins connu du grand public, et donc je serai beaucoup plus de ce fait tourné vers l'organisation interne du mouvement. Renvoyé dans la minorité, Dominique Voynet n'est pas venu assister à l'élection de son successeur. Ses amis n'ont pas pris part au vote. Discrets aujourd'hui, pour ne pas être accusés de blocage comme au congrès de Nantes, ils ne resteront pas éternellement silencieux. S'abstenir de parole, ce n'est pas mon genre, et je crois que si les Verts m'ont demandé d'être leur candidat à la présidentielle, c'est pas pour que les présidentielles soient considérées comme une parenthèse. Je crois qu'ils se retrouvent dans la manière dont je m'exprime en leur nom, et ils ne m'ont pas demandé d'arrêter, ils ne m'ont pas demandé de rester taisant. Même si la majorité est fragile et la minorité en embuscade, les Verts ont retrouvé aujourd'hui un peu de sérénité. Les débats de fond peuvent enfin reprendre. Et aussitôt le congrès terminé, le nouveau secrétaire du parti s'est rendu à la manifestation contre le projet de loi Sarkozy. Les Verts sur le terrain, aux côtés de nombreuses associations, syndicats et partis de gauche, dans le cortège 2 à 3 000 personnes qui protestaient à Paris contre les mesures inscrites dans le projet de loi du ministre de l'Intérieur et du garde des Sceaux, projet de loi qui sera débattu mardi prochain à l'Assemblée. Reportage Françoise David, Jean-Yves Blanc. Danser pour se réchauffer. Le pavé parisien était d'un froid glacial aujourd'hui pour ceux qui manifestaient contre le projet Sarkozy, un projet dirigé selon eux contre les pauvres. Une trentaine d'organisations et de partis de gauche avaient appelé à ce rassemblement et dénonçaient ensemble la manière dont, selon eux toujours, le ministre de l'Intérieur s'attaque à l'insécurité. Ce projet est un projet qui est un mensonge, il ne servira à rien sur la sécurité, il ne fera au contraire que favoriser ceux qui disent que l'on peut encore faire pire, que l'on peut encore plus porter atteinte aux libertés et que l'on pourra s'en prendre encore plus aux pauvres, à ceux qui sont dans des situations de précarité.
La présence des Verts et celle des communistes n'a pas posé de problème, mais la participation au défilé de quelques socialistes, si peu nombreux qu'ils aient été, a fait grincer des dents. Abrogation de toutes les lois racistes, qu'elles soient de droite ou socialistes. Et des incidents ont même failli éclater. Je crois qu'il faut entendre les critiques, mais en aucun cas assimiler ce qu'a fait la gauche et ce qu'a fait la droite. La manifestation s'est finalement dispersée dans le calme, place de la Bastille. C'est la réforme des retraites qui constituait l'essentiel du discours de Jacques Chirac, venu à Tulle en Corrèze présenter ses vœux. À l'issue de la cérémonie, François Hollande, député maire de la ville, a fait entendre sa voix et ses doutes. Alexandre Carra, Didier Rancoeur. -5, non? Non. C'est plus froid depuis que... Une fois n'est pas coutume, c'est pour attendre Jacques Chirac que François Hollande brave le thermomètre corrézien. Comme chaque année, le président vient présenter ses vœux dans son fief de toujours, et comme chaque année, le député maire de Tulle est là pour l'accueillir. Mais en l'espace de quelques mois, le rapport de force a changé. Aussi, Jacques Chirac ne se prive pas, dans ses vœux, de critiquer sévèrement les années Jospin. Toutefois, priorité 2003 oblige, c'est bien sur les retraites que l'on attendait aujourd'hui le président. Notre objectif, c'est bien sûr de consolider notre système par répartition qui est vraiment un pacte entre générations, puisque les cotisations des actifs sont immédiatement dépensées pour payer les pensions des retraités. La répartition est et restera le socle de notre système. À la fin du discours, le regard entre les deux hommes est à la mesure de la météo, glaciale, tout comme la réponse du premier secrétaire du PS. Le gouvernement qui s'est déjà mal engagé avec la question des retraites à EDF doit dire ce qu'il veut, car à force d'entretenir le flou, il suscite lui-même l'inquiétude. Alors, si le président a présenté 2003 comme l'année de l'action gouvernementale, en revanche, pas un mot sur la question irakienne. Et pourtant, c'est bien ce dossier qui devrait être au cœur des débats dans les prochaines semaines. Aux États-Unis, 4 condamnés qui étaient dans l'antichambre de la mort viennent d'être graciés. Leurs aveux lors de la garde à vue avaient été extorqués sous la menace et la violence. À Chicago, les condamnations à mort étaient courantes jusqu'il y a encore 2 ans. Pascal Golomer. Libre, enfin. Après 16 ans passés dans le couloir de la mort, 16 ans à clamer son innocence, Madison Hobley quitte la prison, gracié. Il avait été jugé coupable après que 7 personnes, dont sa femme et son fils, aient péri dans un incendie. Crime avoué aux policiers, mais il avait ensuite toujours accusé les policiers de l'avoir torturé. Libéré aussi Aaron Patterson, condamné à mort pour un crime qu'il aurait avoué, là encore sous la torture. C'est incroyable, c'est un vrai miracle. Comme quoi les miracles arrivent. Le gouverneur a fait un discours extraordinaire. Comment peut-on laisser des innocents marcher vers le couloir de la mort sans que personne ne dise stop? C'est l'illustration de la faillite de notre système judiciaire. Le gouverneur républicain avait pourtant été élu en défendant la peine capitale. Mais il y a 3 ans, il suspend toute exécution dans son État, choqué par le nombre d'erreurs judiciaires. Il crée une commission d'enquête qui lui conseille d'abolir la peine capitale. La loi n'a finalement pas été changée pour l'instant dans l'Illinois. Mais le gouverneur Ryan annoncera dans quelques minutes que les quelques 150 condamnés à mort de son État verront leur peine commuée en prison à vie. Une mesure de clémence qui donnera un peu d'espoir aux opposants à la peine capitale, encore minoritaire aux États-Unis. En Corée du Nord, 1 million de personnes dans les rues de la capitale venues apporter leur soutien à la décision prise par les dirigeants du dernier État stalinien de se retirer du traité de non-prolifération nucléaire. Le gouvernement justifie sa position en évoquant la politique américaine hostile à son égard, mais précise qu'elle n'a pas l'intention de fabriquer des armes nucléaires. Dans ce pays coupé en deux, la Corée du Sud se dit inquiète de la situation et espère une solution pacifique qui permettra de résoudre cette escalade. Dominique de Villepin est arrivé à Séoul promettant de tout faire pour que Pyongyang revienne sur sa décision. La France qui appelle à une action collective. Philippe Rochaud, Sylvain Giaume. La vie n'a pas changé à la frontière entre les deux Corées. C'est comme si la menace nucléaire de la Corée du Nord n'existait pas. Soldats du bataillon de l'ONU, forces américaines, gardes-frontières nord-coréens maintiennent depuis 50 ans ce même face-à-face immuable. La Corée du Nord relance son programme nucléaire militaire mais n'a pas choisi d'activer la ligne de front. Pas plus de violation de l'accord d'armistice qu'en temps normal. L'accord d'armistice continue de fonctionner et les canaux de communication
qui sont organisés ici en vertu de l'accord d'armistice continuent de fonctionner. On se croirait pourtant en guerre quand la télé nord-coréenne justifie son retrait du traité de non-prolifération nucléaire comme une mesure de légitime défense. Un retrait annoncé au moment même où Dominique de Villepin arrivait en Corée du Sud pour évaluer les conséquences de la politique nucléaire nord-coréenne. Il faut pour lui faire revenir ce pays sur sa décision. Bien sûr, agir dans le cadre bilatéral des relations privilégiées entre les États-Unis et la Corée du Nord, essayer aussi d'avancer dans le cadre du dialogue interrégional, puisque de nombreux pays de la région ont des relations étroites avec la Corée du Nord, c'est le cas de la Russie, c'est le cas de la Chine. L'émotion est forte en Corée du Sud, plus de 50 ans après la guerre qui a séparé 10 millions de familles. Les associations chrétiennes ont rassemblé ce soir 30 000 personnes sur le thème « La Corée du Nord doit renoncer au nucléaire, nous soutenons la présence américaine ». Le développement du nucléaire est un danger pour nos deux nations, le Nord et le Sud. La Corée du Nord doit comprendre cela. Ce sont surtout les générations de la guerre qui manifestaient aujourd'hui et elles ont quelques raisons d'avoir peur puisque l'on dit que la prochaine étape dans cette escalade de la terreur serait le lancement d'un missile par la Corée du Nord. La crise irakienne maintenant avec le départ de Grande-Bretagne du porte-avions Ark Royal. Une quinzaine de navires devraient prendre le chemin du Golfe dans les jours à venir. Il s'agit du plus important déploiement de la Royal Navy depuis la guerre des Malouines il y a 20 ans. Pendant ce temps-là, à Londres se tenait une conférence réunissant tous les opposants à la guerre en Irak. Le but de cette réunion, organiser la plus grande marche de l'histoire britannique pour modifier la politique de Tony Blair dans le Golfe. En Russie, le froid a tué plusieurs centaines de personnes ces derniers temps, un pays qui connaît les terribles rigueurs de l'hiver. Chaque année, dans l'indifférence générale, ce sont les SDF qui, les premiers, meurent de froid. À côté de quelques associations caritatives, seuls Médecins sans frontières tentent de leur venir en aide et lancent un cri d'alarme. Correspondant permanent, Dominique Derda. La soupe n'est pas bien grasse, mais elle est chaude. Et pour ces sans-abri qui chaque jour se pressent dans cette église au centre de Moscou, c'est bien là l'essentiel. D'après les estimations officielles, il y aurait dans la capitale russe entre 30 000 et 100 000 SDF et seulement 1500 places dans les centres d'accueil. D'ailleurs, à part les compter et encore approximativement, le pouvoir ne fait pas grand-chose pour venir en aide à ces hommes et à ces femmes, pas même quand le thermomètre, comme ces dernières semaines, oscille entre les moins 10 et les moins 25 degrés. Il n'y a guère que lorsque le froid les emporte que les chiffres deviennent plus précis. 270 morts depuis le mois de septembre selon la mairie, plus de 300 selon Médecins sans frontières. Les flics dans le métro, ils te filent des coups de matraque et te jettent dehors. Dans son petit dispensaire dont tous connaissent l'adresse, MSF depuis 8 ans soigne ce qui peut l'être. Mais la majorité de ces sans-abri souffrent de maladies contagieuses comme de la tuberculose qui nécessiterait des soins de longue durée. Beaucoup cette année encore ne passeront pas l'hiver. En 5 ans à Moscou, plus de 2000 personnes sont mortes de froid et plus de 20 000 ont souffert d'engelures et d'hypothermie. C'est comme si nous étions en guerre, alors que c'est l'indifférence et non la guerre qui, en temps de paix, tue tous ces gens. Depuis qu'il y a 3 mois, il a quitté sa province pour venir chercher du travail à Moscou. Valodia dort dans la rue, sur des tuyaux de chauffage. Il y avait un type avec moi qui est mort il n'y a pas longtemps. Un jeune. Moi, pour l'instant, je tiens le coup. La météo ce soir prévoit un léger redoux. Il ne devrait faire qu'aux alentours de moins 15 degrés. En France, dans le golfe d'Arcachon, un moment de répit cette semaine. Il n'y a pas eu de nouvelles nappes de fioul, mais les plages ont été souillées par ces quantités de boulettes d'hydrocarbures. Depuis ce matin, des renforts viennent appuyer les équipes déjà présentes. Désormais, aux côtés des militaires et des pompiers, ce sont les bénévoles qui se mettent au travail. Reportage Agnès Monteux, Sophie Laurent. C'est un lieu stratégique, l'entrée, la porte du bassin d'Arcachon. Alors on met les moyens pour dépolluer ce banc d'Arguin. À côté des militaires, des renforts viennent d'arriver. Sécurité civile et surtout les premiers groupes de bénévoles. Faire attention à ce qu'il n'y ait pas de trous dans la combinaison et lorsqu'on va faire la pause tout à l'heure, de toute façon, on changera complètement de gants, bien évidemment. Tous ont été briefés. Le fioul est cancérigène. Des combinaisons et des gants leur ont été prêtés.
Colette travaille au milieu des militaires. Pour elle, c'était évident, il fallait venir, il n'y avait aucun danger. On a eu un examen médical, tous. On est dans des conditions où il n'y a pas de problème. Je peux même pas moucher, vous voyez, par exemple. À quelques mètres de là, d'autres renforts très professionnels, ceux des gendarmes plongeurs. Leur rôle, scruter les fonds, essayer de repérer d'éventuelles nappes avant qu'elles ne s'envasent, qu'elles ne contaminent les fonds du bassin. On n'a rien vu. Par contre, ce qui n'empêche pas que peut-être demain ou après-demain, il y a présence de boulettes. De toute façon, automatiquement, il y en a, étant donné qu'il en trouve sur les plages. En tout, plus d'1 millier de personnes s'activent maintenant sur le littoral. À La Teste, sur ce chantier peu difficile, il y a même des équipes uniquement constituées de bénévoles, toutes étroitement surveillées par un sapeur-pompier. Si on a moindre problème, on a une antenne médicale avec des infirmiers, des médecins qui sont là. Pour le moindre problème, on les appelle en 5 minutes, ils sont là. Et si malheureusement c'est un peu plus grave qu'on le pense, ils sont transportés vers les hôpitaux concernés. À la fin de la journée, tous seront décontaminés. L'appel aux bénévoles est devenu indispensable, mais tout est fait pour ne plus essuyer les critiques de l'ERICA. Les gendarmes du Rhône viennent de retrouver un engin de travaux publics volé dans le département de l'Isère. Cet engin était équipé d'un système tracker, un système qui permet de localiser à distance un véhicule volé. Tracker est opérationnel en France depuis 2 mois. Cet équipement pourrait dissuader à terme les voleurs de voitures. Benoît Gadret, Philippe Yvet. On a un signal, direction à droite. Dans cette intervention simulée, les gendarmes recherchent une voiture volée. Le récepteur embarqué à bord permet de localiser le véhicule. Donc c'est simple, hein. Il suffit juste de suivre la flèche. Et le curseur nous indique si on est plus ou moins loin du véhicule signalé. Depuis 2 mois, plusieurs centaines de véhicules de la gendarmerie nationale sont ainsi équipés du système Tracker. Un système opérationnel sur l'ensemble du territoire français. On arrive à sa hauteur et le signal est continu. Voilà. Et la voiture est ici. Intervention réussie car le propriétaire du véhicule volé est abonné au système Tracker. Dans sa voiture a été dissimulé en toute confidentialité un petit émetteur que l'on a déclenché à distance après le signalement du vol. Je dirais que les véhicules volés sont souvent l'outil de travail du malfaiteur. C'est-à-dire qu'on vole le véhicule pour faire autre chose et ensuite on l'incendie. Donc si les véhicules sont équipés, si nous arrivons à les repérer avant la commission des infractions, nous limiterons de fait le nombre d'infractions. C'est grâce à ce système que les gendarmes ont retrouvé il y a quelques jours un engin de chantier dérobé dans l'Isère. Victime de nombreux vols, cette société a équipé son matériel. Pour nous, c'est d'un coût qui est relativement très intéressant par rapport à la valeur d'achat de matériel. Parce que jusqu'à présent, chaque fois qu'on a eu des vols, ce matériel-là, on ne le retrouvait jamais. Le boîtier émetteur que tous les concessionnaires d'automobiles pourront bientôt installer coûte 290 €. L'abonnement, 95 € par an. Reste maintenant à mesurer l'effet dissuasif d'un tel équipement. Dans les Alpes-Maritimes, un hélicoptère s'est écrasé cet après-midi, pas loin de la station de ski de Gréolières-les-Neiges. 2 hommes ont trouvé la mort, une femme est grièvement blessée. Apparemment, ce ne sont pas les conditions climatiques qui sont en cause. Dans les Vosges, malgré le froid, les skieurs n'ont pas hésité à dévaler les pistes de nuit. La station de la Bresse vient d'ouvrir son domaine skiable jusqu'à 22 h, 4 jours par semaine. De quoi satisfaire tous ceux qui travaillent. Christophe Nédart, Jean-Pierre Pasteur. D'apparence, la Bresse est une station comme les autres. Les premières neiges attirent quotidiennement de nombreux skieurs dans ce domaine vosgien. La nuit s'impose lentement et pourtant le ski continue. Tu m'allumes la piste du Haut-de-Bologne. Car ici, on a décidé d'ouvrir la station nocturne. De puissants projecteurs éclairent une piste du domaine. Jusqu'à 22 h, tous ceux qui n'ont pas pu se libérer en journée viennent profiter de la neige. C'est le soir après le travail, c'est pas le week-end, il n'y a pas la cohue, donc c'est sympa quoi. Il n'y a jamais de monde. Le nocturne, on passe au télésiège, il n'y a personne, c'est excellent. On s'amuse, on s'éclate. Le télésiège de la Bresse fonctionne à plein régime. De plus en plus de skieurs viennent se frotter la nuit, comme Rachel, pour qui c'est une première. C'est super, il n'y a pas trop de monde, c'est bien, mais il fait froid, ça c'est sûr. On gèle. Mais la nuit appartient d'abord aux snowboarders, toujours à la recherche de nouvelles sensations. On n'a pas trop l'habitude d'évoluer dans cet environnement-là, c'est-à-dire l'éclairage qui fait beaucoup. Et bon, peut-être la sensation de vitesse est accentuée par l'obscurité.
Pour les propriétaires de la station, le ski de nuit est une aubaine car il permet de mieux rentabiliser le domaine. C'est de la moyenne montagne. Donc il faut qu'on tourne à plein sur le peu de temps qu'on a à tourner. Et les installations coûtent tellement cher que ben voilà, c'est un problème de rentabilité. Et ce n'est pas fini. Dès dimanche, les skieurs pourront s'essayer au ski matinal. Ouverture des pistes au lever du soleil. En voile, Olivier de Kersauzon et son équipage ont quitté Brest hier soir pour se rendre sur la ligne de départ du trophée Jules Verne devant le phare d'Ouessant. Une ligne de départ coupée à 4 heures ce matin pour battre le record de 64 jours détenu par Bruno Perron. Le trimaran devra franchir la ligne d'arrivée au plus tard le 16 mars prochain. Quant à Hélène MacArthur, la nouvelle coqueluche des océans, elle n'a pas décidé d'avancer son départ. C'est après le 15 janvier, une fois totalement prête, qu'elle s'élancera à son tour à l'assaut du trophée Jules Verne avec son équipage et cette fois pour la première fois à bord d'un catamaran. Dernier préparatif, Christophe Duchéran, Frédéric Basile. Un catamaran, 34 mètres de long. Les jaloux qui ne manquent pas diront que c'est un bien grand bateau pour une si petite bonne femme. Mais après tout, mademoiselle MacArthur n'a que ce qu'elle mérite. Elle a du succès souvent et elle séduit toujours. L'anglaise au bonnet bleu qui naviguait hier au large de l'Orient. À bord, il y avait Hélène, ses 13 garçons d'équipage et autant de journalistes. Temps froid, mer plate et paroles tour du mondiste. De faire ça sans arrêt pour essayer de battre un record, ça c'est encore même un peu plus pur parce que tu pars quand le météo elle est mieux, tu pars avec qui tu veux, tu pars dans le bateau que tu veux et vraiment ça c'est impressionnant comme projet, quoi. C'est une rêve de faire un truc comme ça. Au fil du vent, elle se dépense sans compter. Hélène MacArthur ou les mémoires d'une jeune fille pressée, 26 ans seulement, deuxième du Vendée Globe, première de la route du Rhum en monocoque il y a 1 mois et demi à Pointe-à-Pitre. Elle s'apprête cette fois à courir contre le temps. Pour faire mieux que les 64 jours de Bruno Perron, elle s'est entourée d'un remarquable équipage franco-anglo-saxon, des hommes d'expérience rompus autour du monde. C'est vrai que des fois ça caille, la nourriture c'est du lyophilisé, donc on se dit que un bon steak avec des petits légumes et un petit verre de Bordeaux, ça passerait tout seul, quoi. Mais bon, on se réserve pour l'arrivée. Bon, je vous plains pas quand même, non? Ah, faut surtout pas vous plaindre, non. Mais tu veux venir avec nous? Ah non, j'ai pas le niveau. Question de bon sens, il y a parfois des invitations qu'il faut savoir refuser. Parce qu'honnêtement, on n'est pas du même monde. Laissons la mer aux marins. Hélène MacArthur et ses copains nous faire rêver. Du football, Rennes a battu Guingamp 2-1 pour la 21e journée de la Ligue 1. Guingamp reste à 2 points du leader Lyon. L'entraîneur de Guingamp a protesté contre l'état du terrain. Le match n'aurait jamais dû avoir lieu selon lui. La pelouse était gelée. La disparition du cinéaste Maurice Pialat, parmi ses films les plus marquants, Loulou avec Gérard Depardieu et Isabelle Huppert, Sous le soleil de Satan ou encore À nos amours qui a révélé Sandrine Bonner qui est à nos côtés. Maurice Pialat a fortement marqué le cinéma français, parfois incompris, toujours sincère. C'était un homme exigeant et insatisfait. Il portait en lui le sens du dérisoire. Jacques Chirac salue ce maître du cinéma qui laisse une œuvre puissante et singulière. Marie Joshua. Et si vous ne m'aimez pas, je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus. Un point levé rageur, une réaction à la Pialat, viscérale. C'était en 1987, sifflé par le public, Sous le soleil de Satan, obtenait la Palme d'Or. C'est le bras de l'ouvrier qui résiste, du travailleur, c'est le bras du combattant, c'était plutôt un bras syndical en quelque sorte. Si j'avais pu continuer à peindre, j'aurais jamais fait de cinéma. Il voulait être peintre, il fut cinéaste. À 44 ans, sur le tard, une dizaine de films en 26 ans, tous incontournables. Bah oui, j'aimerais bien, mais où est-ce qu'on tourne ? Entre alliances et compromis, de l'art mais aussi du populaire, toujours de l'authentique. Des personnages instables en quête d'eux-mêmes, comme dans Nous ne vieillirons pas ensemble. Quand je reviens, elle est toujours là, comme si elle n'avait pas bougé. Ou bien Loulou, en 1980, avec Isabelle Huppert. En 1983, il découvre une gamine de 15 ans, Sandrine Bonner. Mais ça va pas, non? J'en ai marre que t'écoutes dans la gueule tout le temps, comme ça! Tous les soirs! Il est son père dans À nos amours, un film violent qui lui vaut un César, accueilli comme d'habitude avec humeur. Et je trouve que c'est vexant d'être une surprise. C'est un homme entier. On ne peut pas tricher avec Pialat, on ne peut pas faire semblant. On ne peut pas faire du cinéma.
il faut être au plus près de la vérité. En 1991, autre César pour Jacques Dutronc, le Van Gogh de Piala, qu'on aurait pu considérer comme son dernier film. Il y parle de la mort de l'artiste. Tu vois, les hommes, ils ont bien fait la vie, hein. Dans un village, il y a de la place pour tout le monde, même pour l'idiot. Mais en 1995, il ne peut résister à mettre en scène son propre fils de 5 ans, Antoine, dans Le Garçon. Qu'on vienne manger. Dans le cinéma actuel, je cherche, et puis je sais pas, j'arrive pas à trouver véritablement, enfin, celui avec qui parfois, bon ben ça va et ça va pas des fois, mais avec lequel on vit. Certains de ses acteurs le considéraient même comme un père, sévère mais perspicace, un exemple pour son fils et beaucoup de jeunes cinéastes. Sandrine Bonner, bonsoir. Maurice Piala vous a révélé au grand public. Vous aviez à peine 16 ans, vous avez tourné plusieurs films avec lui. Maurice Piala détestait, je crois, les hommages, les éloges. Qu'est-ce qu'il aurait aimé qu'on dise de son cinéma et de son travail ce soir? Je ne sais pas ce qu'il aurait aimé, mais en tout cas, il a fait quelques films. Je dis quelques films parce qu'il a commencé tard. Je pense que l'essentiel, c'est de se souvenir de ces films-là. Pour plein de raisons, et pour une raison, c'est que ces films ne se faisaient pas, ce n'était pas uniquement du cinéma, c'était au-delà de ça, et il y a mis tout ce qu'il avait, tout ce qu'il était, et voilà, et ces films sont à l'image de lui, et je crois que c'est ça qu'il faut en retenir aujourd'hui. Alors il vous a donc offert votre premier grand rôle. Est-ce que c'est lui qui a suscité cet amour et cette passion du cinéma? Est-ce que c'était un peu votre père, comme on l'a dit dans le reportage? Certains acteurs le considéraient comme un père, c'était le cas? Oui, je peux dire que c'est un deuxième père. Je peux dire que c'est quelqu'un qui a basculé ma vie, qui a fait basculer ma vie. Dans tout domaine d'ailleurs, pas que le cinéma. J'ai un amour pour le cinéma. En même temps, comme lui d'ailleurs, je crois que l'essentiel était d'amener la vie dans le cinéma. Et d'ailleurs, j'ai toujours gardé ça à travers mon travail, de garder cette espèce, enfin d'essayer en tout cas, cette espèce de fraîcheur. Voilà, Piala est à la fois un deuxième père, c'est quelqu'un qui m'a initié à beaucoup de choses, à la vie et à ce métier qui est pas toujours facile et je dirais à la dignité aussi, parce que c'était quelqu'un de très digne, on a l'image de lui très tyrannique, en même temps c'était quelqu'un qui avait un grand cœur et qui savait ce que c'était l'humanité. Alors précisément, il était, dit-on, un peu coléreux, c'était un homme entier. Est-ce qu'il a souffert au fond de ne pas avoir été toujours compris? Oui, je pense qu'il en a souffert, et quand il parle de là au César, enfin je me souviens plus très bien, pourtant j'étais là, mais quand il dit une surprise, une exception, c'est vrai qu'il a toujours ça a toujours été très partagé. Parfois à cause de lui, parce que c'est vrai qu'il donnait une image comme ça il avait tendance à déverser des mauvaises choses sur les gens. Et puis en même temps, je trouve que c'est quelqu'un qui a dit ce que parfois les gens n'osent pas dire. Et voilà, c'est quelqu'un qui ne savait pas se taire, et en même temps, je trouve que ça a du mérite. Je trouve que c'est très courageux, c'est parfois dérangeant. Effectivement, ça donne une image où tout d'un coup à Cannes, on se fait siffler. Au César, on devient une surprise, une exception. Enfin, et puis en même temps, je trouve ça... Peut-être d'un mot, une image ou un souvenir qui vous vient en mémoire? Son sourire, son émotion quand je suis complètement naïve et innocente dans Un nos amours. Des scènes totalement improvisées, et il se passe des choses, et voilà, et puis... Quand l'aviez-vous vu la dernière fois? Je l'ai vu lundi. J'ai quand même pu lui dire au revoir. Merci Sandrine Bonner. Merci. Ainsi se termine ce journal. Dans un instant, la météo, Nathalie Rououé. 20h55, la légende des voix, présentée par Ness. Demain à 7h dans Thé ou Café, Catherine Sellac reçoit Daniel Auteuil. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. Et on se quitte avec ces images de Maurice Piala.